Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. C'est un honneur, un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, mardi, c'est un grand jour pour le Congo, un grand jour pour la République. Chaque jour représente un espoir pour nous, chaque jour représente un avenir meilleur. Vous suivez Critique Info, il s'appelle Homo Fortis Elikia. Il est de l'autre côté de la réalisation. Ma voix est partie, comprenez. J'ai beaucoup travaillé et la voix est en train de partir. Mais je vais faire des gros efforts pour que ma voix ne parte pas davantage. L'avenir titre, ultime tripartite, gouvernement Seni et Sensa. Faut sauver la RDC. Félix Tshisekedi s'incline au mémorial du génocide de 1994. Ça me rappelle mon enfance, j'étais encore à l'Équateur. Ces coups de balle, je les ai vécus personnellement. Je les ai vécus, je me rappelle encore à l'époque, c'était les Hutus contre les Tutsis. Mon père était en ce moment-là commandant de la ville de Goma. Il s'appelait capitaine Bossembe. En ce moment-là, je me rappelle encore des scènes, j'étais tout jeune. Mais je pouvais imaginer les atrocités qu'il y avait. Ouais, je pouvais voir. Le pays africain réaffirme l'exclusivité des Nations Unies en tant que cadre de recherche d'une solution politique. Encore une grave erreur, malheureusement. Tshisekedi pour vendre l'image de la RDC. Un rendez-vous des chefs d'entreprise du continent qui rassemble durant 2 jours près de 1500 participants pour discuter notamment de l'instauration d'une zone de libre-échange sur le continent. Dans son intervention, le président Félix Tshisekedi expliquera les contours de son programme de relance économique pour la RDC et les opportunités des investissements qu'offre son pays. Ah oui, l'ambassadeur Bouzekri Rimli annonce la tenue des journées tunisiennes à Kinshasa. Le docteur Denis Mukwege appelle le président à exercer toutes ses prérogatives. Emmanuel Ilunga sur la commission Étienne Tshisekedi, c'est pour rendre justice aux faibles. Eh bien, un autre titre assez sanglant, question d'actualité, titre Joseph Kabila doit quitter le pays. Pour éviter le pire pouvant lui arriver, Joseph Kabila doit quitter le pays. 2 pays d'accueil prêts à le recevoir, le Togo et la République centrafricaine. On lira ce journal, on va lire ces journaux, on lira ce quotidien qui n'arrête pas de nous parler de ce qui se passe au Congo. Mais parlons-en, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, ce qui dérange, ce qui fait beaucoup de bruit sur Internet, mais bien, c'est la visite du président de la République au Rwanda quand il s'incline devant le mémorial du génocide de 1994. Vous savez, les Congolais, parfois, ils me font rire quand on est assez superficiel sur la question. J'aimerais ici vous dire déjà que ce n'est pas un problème que le président puisse s'incliner devant le mémorial. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous allez dire, mais pourquoi il ne s'incline pas? Pourquoi il ne s'incline pas aux morts de Kamona Sampou à Yumbi? Mais écoutez, lisez le discours du président quand il est élu président. À qui il a rendu sa victoire? Dédié sa victoire. Il a premièrement parlé de son partenaire qui était Kabila. Deuxièmement, il a parlé du peuple congolais. Et moi, j'étais le premier à reprocher au président. Je lui ai dit non, monsieur le président, vous aurez dû commencer par le peuple qui a souffert. Vous aurez dû commencer par les nombreux morts. D'accord, les nombreux cas de morts qu'on a enregistrés. Vous aurez dû commencer par là. Malheureusement, vous avez commencé par votre, partenaire. Je comprends que c'était dans une question politique. Vous en avez parlé. Mais il va se rattraper dans l'investiture. Lors de l'investiture, il parle en premier d'abord des morts. Il parle de morts, il parle des gens qui sont tombés. Mais c'était déjà une manière de s'incliner. Vous demandez au président d'aller s'incliner à Kamona Sampou. Mais soyons sérieux, il s'inclinera où? Et devant qui? Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de monument, il n'y a pas une structure là-bas. Et ce n'est pas à lui de le faire dans le 1 mois ou 2 mois. Non. Le problème, il est structurel, comme je l'ai toujours dit. Le Congolais, le mal avec nous, c'est que nous analysons très mal les choses et on est tellement réactionnaires que nous oublions beaucoup de choses. C'était à la gouvernance passée d'organiser des structures pouvant commémorer nos morts, pouvant pleurer convenablement nos morts. Et c'était à la gouvernance passée de savoir vendre nos morts. On ne l'a pas fait. Vous ne demandez pas à un président nouvellement élu de commencer d'abord par ériger des monuments. Pas du tout. Pas du tout. Et maintenant, le Rwanda l'appelle. Il faut contextualiser les choses. Le Rwanda appelle un président. Vous voulez qu'il fasse quoi là-bas? Qu'il parte faire le militantisme là-bas? Non. Quand il va au Rwanda, c'est parce qu'au Rwanda, il y a une conscience collective. Les Rwandais ont pris conscience de leur mort.
Les Rwandais ont pu vendre convenablement leurs morts. Les Rwandais ont pu mettre à l'espace international, à la communauté internationale, a mis la pression à la France pour dire à tout le monde, voilà, nous avons été massacrés, voilà, nous avons été tués. L'ethnie proche à monsieur Kagame a été victime à un moment donné. Mais elle n'était pas que victime. Les Tutsis ont aussi tué les Hutus. Dans cette question de mort et tout, il n'y a pas beaucoup de vérité là-dessus. Il y a beaucoup de vérités qui ont été cachées, qui ont été transformées. Parce que regardez, celui qui raconte l'histoire est celui qui gagne. C'est les victorieux qui écrivent l'histoire. Les perdants ne l'écrivent pas. Si Habyarimana était vivant, ou si Habyarimana était encore au pouvoir, il aurait pu donner une autre version de l'histoire. Mais là, vous avez une histoire racontée par les Tutsis. Ils ont été tués, ils ont été massacrés. On peut parler de la victimisation, si vous voulez. Mais on n'enlèvera pas le fait qu'ils ont effectivement été tués. On n'enlèvera pas le fait qu'ils ont été effectivement massacrés. On ne va pas enlever le fait qu'ils ont été, je veux dire, à un moment donné marginalisés parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Et aujourd'hui, qu'ils ont le pouvoir au Rwanda, c'est tout à fait normal qu'ils vendent leur mort. Et quand ils appellent le président Félix, le président Félix ne va pas dire non, je n'y vais pas. Mais les Congolais, au lieu de comprendre, au lieu de réfléchir au-delà de ça, non, nous disons non, il aurait pu commencer à Yumbi. Mais il avait déjà fait ça à Yumbi. C'est quand il est au pouvoir que les rapports tombent maintenant. Avant qu'il soit au pouvoir, il y avait des rapports qui tombaient. Il y a des rapports qui tombent maintenant où les responsabilités sont en train d'être établies. Le dossier des Kamwina Nsapu doit être encore refait. Il faut qu'on puisse refaire le dossier des Kamwina Nsapu. Le problème, il est profond, il faut le construire dans sa profondeur. Il faut le comprendre dans sa profondeur. On ne peut pas aujourd'hui dire que c'est une faute que le président de la République parte s'incliner au Rwanda. Ce n'est pas une faute, au contraire. Au contraire. Mais l'institution président de la République, je ne parle pas de Chilombo comme homme, je parle de cette institution, a reçu une leçon là-bas. On a enseigné au Congo comment prendre au sérieux vos morts. Un peuple qui ne sait pas prendre au sérieux ses morts, ce n'est pas un peuple qui vit. La mort est le futur de la vie. Le cimetière, c'est la dernière demeure de l'homme. Et si vous voulez comprendre l'intelligibilité de l'homme, l'intelligence de l'homme, la conscience de l'homme, il faut la regarder dans sa manière de respecter les morts, dans sa manière de pleurer les morts, dans sa manière de commémorer ces morts, dans sa manière de parler aux morts. Pas parler aux morts, mais parler des morts. Parce qu'il faut arriver à mieux parler de ceux qui meurent. Mais là, le problème, c'est là. Ça va faire combien de temps? Voilà pourquoi je voudrais bien parler de cette question de Rwanda. Du Rwanda, j'en parlerai dans la deuxième partie quand je vais parler de la conscience collective. Il s'est passé des morts, ça fait 20 ans au Congo. Dans l'histoire de l'humanité, en Afrique, aucun pays n'a subi ce que nous avons subi. Si un pays a subi ce que nous avons subi, citez-moi ce pays-là. Le Congo, ça fait plus de 20 ans que les gens meurent tous les jours. Alors je vous dis, tous les jours, en moyenne au Congo, 2 personnes meurent toutes les secondes. Tous les jours. Au Congo, au moins 2 personnes meurent tous les jours. Est-ce que pouvez-vous imaginer cela? Des gens tombent par coups de balle, des villages décimés, des femmes violées. Comme je le dis ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est mort, on n'a pas de vie qu'on meurt. Non, mais on meurt aussi quand on n'a plus d'espoir. Quand on ne sait plus espérer, quand on n'a plus de rêves, quand on a arrêté de croire. Mais on est mort. Et vous avez plusieurs personnes comme ça ont perdu la vie. J'ai donné un exemple dans une chaîne de télévision. Que diriez-vous à une femme que le docteur Mukwege a réparée? Le docteur Denis Mukwege. Que diriez-vous à une femme que le docteur a réparée? Cette femme qui a perdu l'usage de son organe génital, simplement parce que des délinquants, des gens sans conscience, instrumentalisés par la capitale de Kinshasa, par certaines autorités congolaises, parce qu'ils sont derrière le coltan, derrière, je ne sais pas moi, le cobalt, et ce sont des femmes qui meurent, des femmes qui souffrent, des femmes qui pleurent. C'est parce qu'il y a les multinationales à l'est de la République. Et ces femmes-là meurent comme ça. On nous crée des guerres inutiles parce que le pouvoir, en principe, est démissionnaire et il est orienté en politique. Et vous voulez, aujourd'hui, dire à cette femme-là qu'elle est en train de vivre. Combien meurent tous les jours au Congo? Mais est-ce que le Congo a déjà parlé de cela? Qui a déjà suivi le documentaire de Kamwina Nsapu? Qui a suivi le documentaire de Yumbi? Qui a suivi le documentaire de la guerre et certaines guerres qui sévissent à l'Équateur, à l'est de la République? Avez-vous vu des documentaires comme ça? Pas du tout.
Mais le Rwanda, il y a combien de films rwandais qui parlent de la mort? Combien de films rwandais qui en parlent? Des films créés, tournés au Rwanda. Des films tournés ailleurs pour parler de ce qui s'est passé effectivement au Rwanda. Qui n'a pas suivi Hôtel Rwanda? Les films Hôtel Rwanda. Qui n'a pas suivi les films Le Sang du Congo? Qui n'a pas suivi ces films-là? Mais vous avez ici un pays qui s'est inscrit dans la dynamique de pouvoir vendre ce qu'il a, sa détresse. Montrer à tout le monde qu'ils sont en train de souffrir. Et ils ont érigé un monument. Mais chez nous, que faisons-nous de nos morts? Mamadou Ndala est parti. Qui en parle? Mbunza Mabe est parti. Qui en parle? Combien de généraux sont décédés là-bas, à l'est de la République? Qui en parle? Y a-t-il un monument du soldat inconnu au Congo? Si oui, ça se trouve où et comment on le fait? Je suis allé avec vous à l'Équateur. Je vous ai amené à l'Équateur. Vous avez vu le martyr de l'indépendance? La statue, le monument de martyr de l'indépendance. Omo et moi, nous sommes arrivés là-bas. Vous avez vu comment les herbes ont poussé? Regardez au Congo, vous allez voir. Tellement que nous sommes un peuple de jouissance, vous allez voir que le 30 juin, c'est la célébration, c'est la fête. Alors que le 4 janvier, c'est un jour oublié. Pourtant, il ne pouvait pas y avoir le 30 juin sans le 4 janvier. Des gens qui sont morts, des gens qui ont accepté de laisser leur vie pour le bénéfice du Congo. Ces gens sont oubliés, leurs familles oubliées. Est-ce qu'on est sérieux aujourd'hui? Qui peut nous donner 7 noms des gens qui ont participé à l'indépendance de ce pays? On citera Lumumba, on citera Kasavubu, on citera Bolikango, on citera celui du Kasaï, tout ça, on citera ces gens, Moulele, on citera toutes ces personnes-là. Mais qui nous parlera de ces gens qui ont quitté l'IMICA? Qui pourra nous citer 10 noms des gens qui ont quitté l'IMICA? Ça veut dire le Congo, vous ne travaillez même pas pour vendre votre propre détresse. Vous n'arrivez même pas à parler de vos morts. Vous avez vu un ancien président, M. Kabila, incapable de dire devant les Nations Unies que le Rwanda nous attaquait, nous agressait. Incapable de nous dire ça. Alors, jusqu'à quand on va continuer comme ça? Au lieu de suivre le problème dans sa profondeur, vous ne le faites pas. Chaque province du Congo a été victime au moins de quelque chose depuis l'accession à l'indépendance. Si vous êtes au Kasaï jusqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de monuments pour des Kasaïens massacrés, tués, immolés sur le long du chemin de fer. Qui a parlé de cela? Qui a vendu cela? En passant, je salue mon aîné Chibanda, qui a lui au moins parlé de cela. Mais qui d'autre en a parlé? Ici, vous avez M. Chibanda qui a vendu ça au niveau international. En appelant les Blancs, en éveillant les gens, en leur disant voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur Chibanda, que le pays te récompense. Je dis que l'âme de la République te bénisse là où tu te trouves en ce moment. Vous avez ce qui s'est passé au Kasaï. Donc au Kasaï, comment vous n'avez pas toujours des monuments? Comment vous n'avez pas toujours des monuments, des mémorials? Comment vous n'en avez pas là-bas? Dites-moi un élément sur ça. Au Katanga, il y a eu beaucoup de problèmes. Au niveau de l'université du Katanga, vous avez cette histoire de Matiti Timboka. Combien d'étudiants ont trouvé la mort là-bas? Est-ce que vous avez les mémorials au niveau de l'université pour penser à ces étudiants qui sont tombés? Non. C'est une question de culture qu'on n'a pas. La culture de la célébration des morts, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Nous avons une culture de jouissance des morts. Nous blaguons avec nos morts. Quand le Rwanda prend la conscience de célébrer leurs morts, de respecter leurs morts, non, vous vous dites non, il n'aurait pas dû, il ne serait pas parti là-bas. Pourquoi il ne serait pas parti là-bas? Vous lui demandez d'aller à Kingaka, à Kamona Sampo. Où se trouvent les mémorials de Kamona Sampo? Où se trouvent les mémorials de Kamona Sampo? À Yumbi là-bas, où se trouvent les mémorials de Yumbi? Où l'on peut retrouver les morts, on peut les retrouver. En France, en Allemagne, vous avez des monuments comme les soldats inconnus. Vous avez des monuments, je ne sais pas moi comment, vous en avez beaucoup. Beaucoup. Vous avez des monuments qui célèbrent les parcours de certaines personnes. En Allemagne, vous trouvez, en France, vous trouvez. Chaque pays en a. Mais nous, ça se trouve où? Où ça se trouve? Donc c'est une question de politique structurelle, ce n'est pas une question de déplacement d'un homme, d'un individu. Élevons un peu le débat s'il vous plaît. Et certains journalistes qui passent leur temps à parler, je veux dire à verser de l'animosité dans le cœur des gens, finalement à détourner l'attention des gens devant les vrais problèmes. On joue un très mauvais rôle malheureusement. Nous, de médias, on joue un très mauvais rôle. Nous devrions en principe dire aux Congolais ce qui doit être fait. Il n'y a aucun mal que Félix parte au Rwanda s'incliner. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal.
Il n'y a aucun mal, parce que s'il va aussi, s'il va à Gettysburg, aux États-Unis, au cimetière militaire, ne va-t-il pas s'incliner? Est-ce que vous allez reprocher à M. Sarkozy, s'il vient là-bas, il s'incline, vous lui reprocherez cela? Voilà comment le pays, au lieu de poser des bonnes questions, le pays va à côté. Et des intellectuels, je veux dire, mais qui sont tombés dans le débat des caniveaux. C'est un débat des caniveaux sur le débat du déplacement. Le problème, c'est que le Congo doit définir la politique de sa mort et de ses morts. La politique de la célébration des morts. Comment va-t-il faire pour que le monde entier sache que pendant 20 ans, ça veut dire 2 décennies, nous avons atteint des millions de morts. Le mort du Rwanda, nous en avons connu comme ça plus de, je crois, 7 fois, 8 fois. 7 fois ou 8 fois. L'histoire que nous avons sur les morts, aucun pays africain ne l'a. Aucun pays africain ne l'a. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, non. Parce que d'abord, nous sommes nombreux et que quand on nous tue, on ne sait pas quantifier ce que nous sommes. Le problème est profond, mes frères. Le problème est profond. Il faut aller regarder à l'intérieur. Notre pays n'existe pas en tant que pays. Il faut réfléchir sur le fondement de notre République. Allez voir nos cimetières dans quel état ils se trouvent. Allez voir nos cimetières dans quel état ils se trouvent. Pas, vous faites ça parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas encore enterré les gens. Je ne vous souhaite pas cela. Mais ceux qui ont enterré les gens au Congo savent ce que c'est. Le coût d'un enterrement, les coûts d'un enterrement au Congo, le plus petit, je dirais le coût le plus inférieur, ce n'est pas moins de 4 000 $. Ce n'est pas moins de 5 000 $. Au Congo, les gens peuvent vous dépenser comme ça 25 000 $ pour les funérailles, 25 000 $ pour les obsèques. On est dans quel pays? Sommes-nous en train de nous réjouir de morts ou sommes-nous en train de pleurer nos morts? Et puis à un moment donné, vous avez vu la logique du Rwanda? Aujourd'hui, le Rwanda est à l'antipode des guerres. Le Rwanda ne veut plus la guerre. Le Rwanda a compris que le Rwanda s'est lancé dans une logique de relance économique. Le Rwanda veut finalement construire son pays. Mais le malheur avec le Rwanda, un peu comme la France, le Rwanda base son développement sur le vol. C'est sur le vol, sur le bien mal acquis, c'est sur le pillage de notre République. Et du coup, le développement du Rwanda est précaire. Aujourd'hui, vous voyez la construction des usines, vous voyez tout ce que vous pouvez voir, mais c'est précaire parce que le fondement est mauvais. Le fondement de la richesse du Rwanda, ce sont les violations qui ont été commises au Congo. La France aujourd'hui, vous voyez la France opulente, mais c'est parce que vous la regardez de loin. L'âme de la France est en train de souffrir, l'âme de la France est en train de payer. La France ne pourra pas se tenir pendant encore, je dirais, plus d'un siècle. Vous regardez la société de la France est en train de tomber dans la délinquance. Dans la délinquance, je vais vous dire. Ils ont le taux le plus important des enfants mal éduqués, des enfants dépressifs et des hommes dépressifs. Ils ont le taux de suicide assez élevé là-bas chez eux. Ils râlent pour un rien. C'est des gens qui manquent la paix. Ils sont stressés, ils sont pressés. Je peux vous le dire, mes frères. Ce n'est pas pour rien. La nature a un tribunal. Ces pays-là vont toujours payer pour ce qu'ils ont fait en Afrique. Et l'Afrique est en train de payer pour sa propre naïveté. Nous, nous payons pour notre naïveté, mais eux, ils payent pour leur escroquerie. Nous, nous souffrons au présent, mais eux vont souffrir dans le futur. Le futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire une société qui a construit sa richesse dans le pillage de d'autres pays. Ce pays-là ne reste pas longtemps. Ce pays tombe toujours. Alors tombe toujours. La France, comme le Rwanda, sont assises. Ces pays sont assis, je veux dire, ces nations, je ne vais même pas parler des nations, je parle des États. Ces États sont assis sur la fraude, sur la corruption, sur les pillages des autres pays. Vous voyez, les autoroutes françaises construites par l'argent du Congo, par l'argent de l'Afrique. Leur stabilité monétaire, c'est la stabilité, ça provient de l'Afrique. Leur équipe de football, leur victoire qu'ils ont, c'est toujours l'Afrique. Quand ils parlent de boxe, les champions de boxe et tout, c'est toujours l'Afrique. La France doit tout à l'Afrique. Mais regarde comment elle torture les Africains. Mais elle fait semblant. Il n'y a pas qu'elle, il y a l'Italie aussi. Il y a tous les pays européens qui ont construit leur fortune sur la misère des autres peuples. Ces pays-là n'arrivent toujours pas loin. Ils peuvent faire 7 siècles, mais ils ne feront jamais un millénaire, malheureusement. Malheureusement. Parce que le tribunal de l'histoire prend son temps, oui, mais le tribunal finit par remettre les choses à l'ordre. Qui pouvait imaginer la fin de Hitler? Qui pouvait imaginer
pouvait imaginer que les États-Unis allaient être la première puissance quand on connaissait l'URSS? Qui pouvait imaginer la déchéance de la Rome, la grande puissance Rome? Qui pouvait imaginer la déchéance de l'Empire grec? Qui pouvait imaginer? Et l'histoire se répète toujours. Et donc le développement du Rwanda, comme je le dis, est assis sur des fausses valeurs, de mauvaises bases. Ce sont les femmes congolaises qui ont été tuées. C'est des villages décimés. C'est des massacres par centaines. Mais pour ça, il faut qu'un peuple en parle. Il faut qu'un État en parle. Il faut que l'histoire raconte. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, on ne parle pas des génocides au Congo? Savez-vous que dans l'histoire, on ne parle pas des nombreux de morts qu'on a? Savez-vous que l'histoire de notre pays nous parle de Victor Hugo, nous parle de l'Empire Lunda, mais ne nous parle pas de ce qui s'est passé en 96? Ça ne nous parle pas de cela. Comment vous n'arrivez même pas à inscrire les douleurs, les atrocités, les larmes de votre pays dans le système éducatif? Comment nous n'arrivons pas à le faire? Mais comment ces jeunes gens vont soulever, vont finalement élever les débats? Comment ces jeunes gens vont remettre les choses dans l'ordre s'ils ne sont pas conscients, si on ne leur raconte pas la vraie version des problèmes? Vous allez dire c'est très tôt. Ce n'est pas très tôt. Ici, c'est là 20 ans. Et c'est là 20 ans que nous continuons à souffrir. Au moment où je vous parle, au moment où nous tournons une émission, une femme à l'Est est violée. Au moment où nous parlons, nous diffusons cette émission, un monsieur est mort à l'Est de la République. Est-ce que vous voulez qu'on continue à parler de cela? Et vous réduisez tous ces débats au déplacement de Félix Tshisekedi. Et vous lui demandez, lui, de venir s'incliner au Kasaï. Ça réglera quel problème? Demandez au président Félix de mettre des mécanismes de reconnaissance d'abord. Il faut que M. Félix Tshisekedi nomme par ordonnance présidentielle une commission chargée de récolter, vérifier, étudier et publier les morts qu'on a eus à travers la République. Ça, c'est par ordonnance présidentielle que le président doit prendre cette mesure-là. Le président Félix Tshisekedi doit mettre sur pied une commission de recherche, de poursuite, d'enquête. Il faudrait que les gens puissent enquêter. Et ça, c'est le rôle d'un président. J'estime encore humblement que le président de la République peut aller plus loin. Le président de la République peut aller plus loin. En faisant quoi? Monsieur Félix doit dire aujourd'hui, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé en 1960, entre 60 et 65. Combien de morts y a-t-il eu dans les petites guerres? Au niveau de Katanga, on a connu combien de problèmes de cas de mort? Et cette commission pourrait être composée de 1. Des anthropologues, des chercheurs, des professeurs d'histoire, des juristes. Pourquoi les juristes? Parce qu'ils doivent requalifier le fait. Est-ce que nous sommes en présence d'un crime contre l'humanité? Sommes-nous en présence des massacres collectifs? Sommes-nous en présence des génocides? Ou sommes-nous en présence des fratricides? Alors quand on aura dans un pays, quand le président aura fait ça, ce sont les rapports qu'on aura qui vont finalement être coulés dans le système éducatif et on va l'enseigner à l'école primaire. Mes frères, ne réduisons pas les débats au déplacement de Félix. Ne réduisons pas les débats à ce niveau. Si vous le faites, vous lui donnez la possibilité de ne rien faire et il va vous dire le débat était à ce niveau-là. Il faut mettre le président devant ses responsabilités pour qu'il comprenne qu'un président, ce n'est pas un monsieur qui balade. Un président, c'est quelqu'un qui prend des propositions et qui les met. Qui les coule en forme de loi et finalement ça devient des résolutions. À l'Équateur, il y a eu ce que vous ignorez aujourd'hui, un mouvement qu'on appelait Enyele. Ce mouvement Enyele est arrivé, je vous dirais, gratuitement. Le mouvement arrive, je suis à Mbandaka. Ce jour-là, heureusement pour moi, j'avais organisé une excursion. Et les gens même sont allés plus loin pour dire que non, j'étais en connivence avec ces gens-là. J'étais déjà journaliste à ce moment-là. Et j'avais mes positions d'opposition. J'ai appelé les jeunes de l'Équateur, on devait se retrouver un peu plus en ville. C'était un dimanche. Et le matin, on voit des gens, je vous dis mes frères, identifiés et identifiables. Qu'est-ce qu'ils avaient mis sur leur corps? Ils ont mis des raffias, certains avaient des flèches et des calibres 12. Je vous dis des calibres 12 qu'on ne peut pas tirer par rafale comme ça. Il faut tirer un coup sur un coup. Et ce sont ces gens-là qui ont fait fuir toute notre armée. Et ils ont été accueillis par la MONUSCO. Si la MONUSCO doute, on a des preuves, on a des photos, on a des images. Ces gens ont accosté au port de Bankita. Là, ils ont accosté au port de Bankita. Ils ont commencé à revenir. Ils sont entrés jusqu'au bureau du gouverneur de la ville. Jusque dans sa résidence privée, s'il vous plaît. Quel type de sabotage? Ils ont tué un casque bleu.
Ils sont allés jusqu'au niveau du parquet. Ils sont rentrés juste dans le bureau du procureur général. Ils ont saccagé le bureau. Ils sont sortis. Ici, je vous parle de choses qui se passent dimanche. Hein. Alors que vous avez les généraux de 3e région militaire étaient là-bas. Vous avez le gouverneur qui était en déplacement. Et vous avez toutes les autorités de la ville là-bas. Ça se passe pendant plus d'une journée. Et nous, on ne savait plus y aller là-bas parce que ceux qui étaient déjà partis étaient bloqués là-bas. Et ces gens-là passaient, ils disaient, nous ne nous attaquons pas aux civils, c'est les militaires que nous cherchons. Ils sont rentrés au camp militaire là-bas. Alors dites-moi vraiment, mais qui a ces images? Qui peut aujourd'hui prendre le courage de faire ces documentaires-là? Personne. Alors dites-moi, comment vous voulez? Mais les Rwandais, avec ce petit nombre de morts, je ne dis pas petit nombre, parce que même une personne qui tombe, on doit quand même avoir le respect pour ça. Mais les Rwandais, aujourd'hui, arrivent quand même à mettre tout le monde d'accord sur la criminalité de la France. Tout le monde d'accord sur la criminalité de la France. Mais au-delà de tout cela, le Rwanda arrive à nous dire que voilà, on a massacré mes citoyens. Mais le Congo, juste à côté, le nombre de morts qu'on a connus au Congo peuvent remplir le stade de martyrs, je crois même 2 fois. Mais nous sommes comme une mère qui ne pleure pas ses fils. Nous sommes comme une mère qui ne pleure pas ses enfants. C'est ce qu'on appelle un État irresponsable. Alors s'il vous plaît, nous avons besoin d'une commission. Nous avons besoin d'une commission et je demande au président de la République de mettre en place une commission. C'est cette commission qui va nous donner les rapports exacts du nombre de morts qu'on a eu. Et monsieur le président, ces choses ne sont pas passées il y a de cela 100 ans. Non, il y a de cela 20 ans seulement. Donc, les familles des victimes sont vivantes. Les membres des familles sont vivants. Ces familles-là sont vivantes, elles sont là, on peut les rencontrer, nous pouvons les retrouver, nous pouvons parler avec eux, nous pouvons, pour récompenser, sinon réconcilier ces gens avec l'État congolais, attribuer à des avenues, des écoles, des villes. Pourquoi ne pas parler de la ville de Goma comme la ville des martyrs? Pourquoi ne pas donner une ville, la ville des martyrs? C'est toujours important. Mais nous ne penserons jamais à cela. Il est très important aujourd'hui d'en parler. Mais au-delà de tout ça, c'est que cette commission retrouvera comme problème, la commission remarquera qu'il y a eu crime. Au-delà des crimes, la commission doit aujourd'hui nous dire les responsabilités de chacun. Qui était responsable et qui ne l'était pas. Si c'est les Rwandais qui étaient responsables, on doit nous le dire. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on arrive à dire non, le Congo est un grand pays. Mais le Congo, c'est un grand pays par rapport à quoi? Le Congo va être un grand pays en fonction de comment vous arrivez à vendre vos problèmes. C'est la diplomatie. Vous devez avoir une diplomatie pédagogique, une diplomatie au-delà de la politique. Non, vraiment une diplomatie de présenter vos problèmes, de parler de votre culture, de ce que vous êtes en réalité. C'est ça le rôle d'une diplomatie d'ailleurs. Allez négocier des choses, négocier votre place dans le concert des nations. Vous ne serez jamais un pays grand si vous avez des petits débats. Si vous avez des petits débats, vous n'aurez jamais un grand pays. Le problème, c'est qu'arrêtez d'abord de parler du Rwanda. Non, arrêtez de parler du Rwanda. Arrêtez de parler du Rwanda. Soyez responsables. Le Congolais est un fouillard. Il fouille ses problèmes. Un irresponsable. Au lieu de regarder le problème là où il se trouve, toi tu fouilles. Tu trouves quelqu'un à accuser. C'est elle le responsable. Non, le problème c'est nous. Comment nous nous regardons nous-mêmes? Regardez ce que nous faisons dans nos deuils. Nous n'avons aucun respect pour nos morts. Aucun respect. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Suivez-moi la deuxième partie. Je vais encore une fois approfondir, qu'est-ce que je veux dire? La question. Ma voix est partie. Je fais des gros efforts, en tout cas. Je fais des gros efforts. Joseph Kabila doit quitter le pays. Ouf. Ouf, 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 ouf. 2 pays d'accueil prêts à le recevoir. RCA et Togo. Sans être pour Kabila. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des poursuites contre lui. Mais pourquoi? Je justifie ma réponse. Je veux qu'on le poursuive parce qu'il n'a pas déclaré le bien. C'est tout. Je veux qu'on le poursuive parce que monsieur n'a pas déclaré ses biens. Et quand je dis poursuivre, ce n'est pas arrêter. Ça veut dire ouvrir une enquête pour l'entendre. Pourquoi vous n'avez pas déposé vos biens, déclaré vos biens? Et puis les conséquences juridiques vont s'en suivre. Mais vous ne devez pas dire aujourd'hui, Joseph Kabila doit quitter le pays. Il quittera le pays sur base de quoi? Pour quel type d'infraction aura-t-il fait? Et s'il y a infraction, mais il faut le prouver. Le problème est simple. Nous avons dit aux Congolais ici, si vous êtes tellement fâchés contre lui, mais écoutez, portez plainte. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas sûr de votre justice au Congo, mais il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Cour, internationale qui est là.
qui se saisit des affaires. Mais n'oubliez pas que la Cour ne se saisit pas des affaires comme ça. La Cour se saisit des affaires dont elle a compétence. Les crimes de guerre, les crimes d'agression. Il y en a comme ça 4. Ce sont les infractions qui, finalement, demandent à la Cour de se saisir. Mais vous n'allez pas demander, la dictature n'est pas un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité aussi est une infraction poursuivable au niveau de la CPI. Donc vous n'allez pas poursuivre votre président parce qu'il était dictateur. Sinon, ce n'est pas une infraction pour laquelle la CPI peut finalement se saisir. Vous n'allez pas dire non parce qu'il a obtenu beaucoup de voix, il a triché aux élections. Les tricheries électorales ne sont pas une matière à traiter au niveau de la CPI. Pour arrêter Kabila, vous devez avoir de preuves l'inculpant. Il faut avoir de preuves. Ça ne suffit pas de dire Aboma Bato. Oui, on va te poser la question Aboma Nani Wapi. C'est ça le problème. En droit, ce n'est pas les propos. Et si je ne vous parle pas de la loi congolaise, parce que la loi congolaise, c'est la loi congolaise, n'a même un niveau d'instance internationale. Vous savez, quand vous portez un débat à l'extérieur, les gens ne vous considèrent plus. C'est à cause de votre manière de traiter légèrement les choses. C'est à cause... Vous savez, quand on lit un journal comme ça, même à l'étranger, on ne vous respecte pas. Un journal comme ça, on ne vous respecte pas. On vous pose la question, oui, on va l'arrêter, mais sur base de quelle infraction? Vous allez dire quoi? Dictature, ce n'est pas une infraction. Vous direz quoi? Tricherie électorale, ce n'est pas une infraction, non, malheureusement. Ce n'est pas une infraction au niveau de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas une infraction. La tricherie doit être qualifiée. Pour parler d'une infraction, Bandeko, nous avons 3 éléments constitutifs d'une infraction. Bokangayango, pour que ça ait moins avantage pour Nabino. Il y a 3 éléments constitutifs. Nous avons premièrement l'élément moral. Nous avons l'élément matériel et nous avons l'élément légal. Le moral, c'est ce qu'on appelle l'intention. Il faut qu'il y ait intention de nuire. On appelle ça animus nocandi. Il faut qu'il y ait intention de nuire. Au-delà de l'intention de nuire, il faut qu'il y ait un élément matériel. Ça veut dire la faisabilité, l'acte. En dehors de l'acte, il faut qu'il y ait la loi. Il faut que la loi prévoie cela. Si la loi ne prévoit pas cela, et c'est mbaté. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez cela? Le droit congolais aura du mal à définir ça. Tu définirais ça comme quoi? Voie de fait. Tu diras que cause et blessure, je ne t'ai pas touché. Tu diras que agression? Qu'est-ce que tu diras? Menace? Parce que j'ai crié. Tu fais quoi? C'est un mal, mais ce n'est pas une infraction en droit congolais. Il y a l'intention de nuire, oui, oui. Et puis, l'élément matériel, il est où? Le fait de crier. Oui, l'élément légal maintenant. Il n'y a pas. La loi congolaise n'interdit pas le fait de crier dans l'oreille de quelqu'un. Ça n'interdit pas. À moins que il faut des gymnastiques juridiques, je le dis. Il faut des gymnastiques juridiques pour arriver à trouver une équivalence. Mais attention, en matière pénale. En matière pénale, nous sommes assujettis à un principe, il y a stricte interprétation. C'est strict. On ne peut pas déduire dans une matière pénale. On ne déduit pas. Mes frères, s'il vous plaît, je sais que vous pouvez avoir beaucoup de haine, mais essayons de nous dépasser pour regarder la raison. C'est ça ce qui fait de nous des hommes. Sinon, on est des animaux, quoi. Même pas des animaux, mais on n'est plus batou. Un homme n'est pas celui qui se laisse emporter par des émotions. J'ai entendu une maman qui m'a appelé, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Christian, Bopé Saba Chinois, Michalate. Non, maman, ce n'est pas aux Congolais, ce n'est pas au peuple de ne pas donner aux Chinois les boulots. Non, ça c'est défini en politique. C'est une politique commerciale bien définie. Pas qui interdit aux étrangers de travailler, mais qui pose des conditions aux autres. Qui favorise les nationaux et qui essaye de restreindre le cercle Pona, étranger. Mais on ne peut pas interdire cela. Quelqu'un m'a dit, Christian Bengana, Kabila, on a Congo. Mais je vous dis, mes frères, essayons un peu de réfléchir. Essayons un peu de réfléchir. Essayons un peu de réfléchir. Il faudrait mettre un peu de la raison dans nos raisonnements. Sinon, on est foutu, quoi. Sinon, on est foutu. Sinon, on est émotif et puis ça ne sert à rien. Sinon, on est réactionnaire et puis ça ne sert à rien. La science a horreur des impulsifs. La science a horreur des réactionnaires. La science a horreur de ceux-là qui vocifèrent tout simplement. La science aime la raison.
Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais il faut que je te suive sur le principe. C'est ce qui est très important. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ma voix est partie. Comprenez, quand on a travaillé pendant tout un mois et qu'on a été dans plusieurs conférences, cette voix ne peut que se casser. Et puis un peu on vieillit aussi, quoi. Abonnez-vous massivement. Aujourd'hui, nous allons peut-être demain ou à la fin de la semaine, nous atteindrons certainement 28 000 abonnés. Je prie qu'on atteigne 100 000 avec vous, s'il vous plaît. Je voudrais que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement et surtout partagez les vidéos. Partagez nos liens, s'il vous plaît. Partagez les liens. Je peux même vous demander, nous ne gérons pas la publicité. Non. C'est YouTube qui gère la publicité. Ce n'est pas nous qui mettons des pubs. C'est YouTube qui met des pubs. Mais si vous voulez nous faire nous coter bien, s'il vous plaît, ne zappez pas les pubs. Si vous voulez bien nous coter, ne zappez pas les pubs. Supportez pour un petit moment. D'accord? Et puis ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend 20 secondes, 10 secondes. S'il vous plaît, laissez la pub passer. Ça va nous aider aussi dans beaucoup de choses. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, prochainement, avant de faire des trucs pareils, il faut qu'on essaie de comprendre que c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Homo Fortus, c'était de l'autre côté de la réalisation. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, nous sommes attendus au mois de juin par une très grande communauté des Congolais dirigée par des hommes d'affaires. Et je pense ici au docteur Max Ebengo et toute la structure, et même le président. Je vous pense aussi à vous. Donc nous attendons de vous beaucoup en tout cas, pour qu'on vienne. Donc vous qui êtes aux États-Unis, attendez-nous. Si Dieu nous aide et nous facilite la tâche, on sera avec vous. Le tour du Canada, ça va venir après. L'Angleterre nous a aussi demandé de venir, mais nous attendons que vous puissiez réaliser votre partie, comme on dit, votre part de contrat. La Belgique aussi, on est là pour vous. Finlande, ça sera peut-être une première destination. Merci à vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.